Bonjour à tous et à toutes à nouveau. Merci pour celles et ceux qui étaient déjà là avant et qui sont restés. Bonjour pour les personnes qui sont en ligne aussi, qui nous rejoignent pour cette conférence. Nous allons avoir un temps d'une heure à peu près avec des anciennes et des anciens de l'école qui vont pouvoir vous parler à la fois de leur parcours, des métiers qu'on peut faire en fait à la sortie de l'école dans les différents masters dessus, et aussi Fred Castelnau, qui est donc le président de l'association des anciens élèves, voilà, je vais vous laisser après vous présenter dessus, et je vais te laisser dire un mot voilà, sur aussi l'association, ce qu'on fait. Voilà, quoi, c'est une association avec laquelle on fait beaucoup de choses et on essaye d'avoir un lien pour accompagner, voilà, d'accompagner les étudiantes et les étudiants durant la scolarité et après. Voilà, donc l'idée, ça va être Fred et donc Thibaut, Claire-Lise, Eric et Fabienne vont pouvoir commencer par se présenter un peu. Et ensuite, il y aura un temps évidemment de questions-réponses. Donc voilà, vous pourrez échanger avec eux directement. Voilà, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci, Émeric. Alors, bonjour, donc je m'appelle Fred Castelnau, je suis un ancien de la promo 99 cinéma et je suis effectivement, j'ai l'honneur de présider l'association depuis quelques années maintenant. Euh, Ce que je peux vous dire en préambule, c'est que déjà, je vous félicite de suivre cette présentation. Ça veut dire que vous avez compris une chose, c'est que l'école n'est pas une fin mais un début, et qu'effectivement, après l'école, il se passe une entrée dans le métier. Et évidemment, pour rentrer dans nos métiers, il faut avoir acquis une expertise. Donc ça, c'est effectivement l'école, c'est les cours qui sont donnés à l'école qui donnent cette expertise et la capacité des étudiants qui rentrent dans l'école à prendre possession de ces connaissances et en faire quelque chose. Ça, c'est, on va dire, ça va de soi. On vient dans une école pour ça. Une chose qu'on apprend peut-être moins dans l'école, mais qui devient très importante quand on sort, c'est la capacité à nouer des relations entre individus dans un contexte professionnel. Donc, effectivement, à entrer en contact avec des équipes ou des personnes, ça dépend un petit peu du milieu dans lequel on évolue. Au cinéma, évidemment, vous vous doutez que c'est beaucoup une affaire d'équipe et souvent des équipes qui rassemblent beaucoup de monde. Donc il faut réussir à intégrer ces univers-là, que ce soit au cinéma, en son ou en photo. Il faut réussir à se faire connaître, il faut réussir à faire entendre son envie de travailler dans ces métiers. Il faut soi-même d'ailleurs avoir réussi à préciser ce qu'on veut faire en sortant de l'école. On peut rentrer dans cette école avec une idée plus ou moins précise de ce qu'on veut faire, et puis cette idée évolue au fur et à mesure du parcours. Ce qui est important, c'est évidemment de sortir de l'école en ayant une notion beaucoup plus précise que quand on y rentre de ce qu'on va faire comme métier ou de ce qu'on veut faire comme métier, avec une perspective plus ou moins lointaine. Il y a des personnes qui, dans l'école, et là je vais parler plus spécifiquement du cinéma dont je suis issu, savent qu'ils veulent devenir opérateurs d'image, qui savent qu'ils veulent être assistants opérateurs, qui savent qu'ils veulent être chef électricien, qui savent que c'était mon cas, être assistant réalisateur. Et donc, voilà, c'est assez important de faire ce parcours de maturation. Et même quand on s'est mobilisé pour passer le concours et que donc on a fixé la barre à un certain niveau pour rentrer dans ces métiers, on peut arriver dans l'école en étant à la fois un peu déboussolé par l'enseignement qu'on y trouve. On ne trouve pas forcément ce qu'on pensait, mais ça, c'est dans toutes les écoles comme ça. L'autre chose, c'est qu'on teste aussi justement sa propre envie, en fait. C'est qu'on découvre au fur et à mesure, par les rencontres qu'on fait, le processus intérieur, la direction qu'on veut prendre. Donc nous, ce qu'on va là vous présenter, c'est... Enfin, chacun va se présenter et raconter surtout comment se sont passés les mois ou les jours ou les années, parfois ça prend un peu de temps, mais qui permettent de structurer justement et de lancer son parcours professionnel. Donc ça va être des témoignages isolés, je vais dire isolés, individuels, mais qui vont normalement vous donner un peu une idée pour chacun comment ça se passe et comment ça pourrait se passer pour vous plus tard. Moi, je voulais juste intervenir en préambule pour
présenter l'association en quelques mots. Donc l'association, c'est une amicale au demeurant qui a été créée 10 ans après la création de l'école. Donc l'association existe depuis 1937 et elle réunit plusieurs niveaux d'intérêt. Donc il y a les personnes comme celles que vous avez devant vous qui sont immédiatement impliquées, intéressées à l'existence et à l'animation de l'association. Après, il y a les gens qui sont adhérents, mais qui le sont éventuellement par sympathie ou pour être en lien avec des anciens, mais qui ne sont pas forcément actifs dans l'association. Puis après, il y a des personnes, des anciens, qui sont plus lointainement liés, donc notamment par le biais de LinkedIn, en fait, qui est maintenant un moyen assez important pour garder contact les uns avec les autres. Voilà, donc il y a plusieurs cercles d'intérêts liés à l'association. Mais ce qui est important à avoir comme image, c'est qu'on forme un groupe plus ou moins soudé, mais de personnes qui se reconnaissent comme ayant suivi une formation commune, donc avec un degré d'exigence commun. Et quand je dis degré d'exigence, c'est qu'en fait, le fait de se confronter au concours et au côté sélectif du concours fait que vous-même, vous entrez dans un processus où vous dites, bon, je sais que je vais aller vers un- une profession assez sélective où il va falloir être meilleur que les autres. Et donc, autant se confronter tout de suite à cet esprit sélectif et à cette compétition un peu élevée. Euh, et le fait d'avoir effectivement passé le concours, d'être entré dans l'école, ça donne voilà, une certaine confiance en soi, je pense. Mais après, comme je disais au tout début, il va falloir euh, vaincre sa timidité et trouver des appuis dans la profession pour faire son chemin. Alors nous, ce qu'on propose directement aux étudiants pour amorcer la pompe, si je peux dire, c'est une opération qu'on appelle le parrainage, qui existe depuis 20 ans maintenant, enfin ça va être la 20e année cette année, qui consiste à proposer aux étudiants qui sont en cours de deuxième année d'être parrainés par un professionnel, une professionnelle dans le domaine qui les intéresse. Donc chaque étudiant qui fait la demande va pouvoir bénéficier de ce parrainage. Chacune va répondre à un questionnaire, 6 ou 7 questions, pour qu'on sache d'où ils viennent, pourquoi ils sont dans l'école et ce qu'ils imaginent pour plus tard. Et grâce à ce questionnaire, grâce aux réponses à ce questionnaire, on va pouvoir euh, trouver, enfin démarcher et trouver parrains et marraines qui conviennent à chaque étudiant. Donc généralement, chaque année, il y a pratiquement 100% de la promo qui demande effectivement à être parrainée, qui répond à ce questionnaire. Et donc ça aboutit en début d'année suivante, donc là ce sera au mois de mars 2023, une cérémonie, une sorte de speed dating ou de matchmaking entre les étudiants qui découvrent, enfin avec leur parrain ou leur marraine. Et ils le découvrent ce jour-là. Donc c'est un peu comme la cérémonie des Césars, mais en beaucoup mieux. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, nous, c'est vraiment cette première démarche qu'on propose aux étudiants pour commencer à se projeter dans l'après-école. Et on le fait sciemment en deuxième année parce que c'est un peu le point de bascule dans le parcours des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience en cours d'année que voilà, ça y est, on a passé le milieu du cursus et que maintenant il faut commencer un peu à non pas sortir de la bulle qu'est l'école, mais commencer à imaginer ce qui va se passer après concrètement. Donc ce lien professionnel qu'on établit permet à ceux qui savent l'utiliser de nouer un premier contact, de démarrer entre guillemets un carnet d'adresses. Pour certains, ça aboutit à des stages et même pour certains, ça aboutit à un emploi parfois assez durable. J'ai discuté récemment avec un ingénieur du son ancien de l'école qui avait parrainé euh,
2 étudiants et il m'a cité le cas d'un de ces 2 étudiants avec qui il a travaillé pendant 6 ans après la sortie d'école. Donc voilà, ce sont des opportunités qu'on propose. Dans certains cas, le matchmaking fonctionne très bien, dans d'autres, moins bien. C'est aussi une question de personnalité, de persévérance aussi des élèves à créer ce lien. En tout cas, nous, c'est l'opération qu'on mène en partenariat avec l'école et dont on est très fiers parce qu'on pense que ça fait partie des valeurs essentielles de nos métiers. C'est le côté transmission, le côté camaraderie, le côté... on sait tous qu'on a commencé dans nos métiers grâce à une personne. Alors, ce n'était pas forcément notre parrain, parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de parrainage, mais on sait qu'il y a toujours quelqu'un, une personne, une rencontre qui est assez, voilà, qui est déterminante et qui fait qu'on commence, qui met le pied à l'étrier. Voilà pour la présentation de l'association. On fait différentes autres choses. Voilà, j'ai mis la page d'accueil du site pour que vous donner un petit peu une idée du genre de choses, d'informations, d'actualités qu'on propose. On relaye évidemment les offres d'emploi, les offres de stage, à la fois par le biais du site internet et de LinkedIn, qui est de ce point de vue très pratique. Sur LinkedIn, en fait, pour vous donner une idée, il y a précisément 975 anciens élèves qui sont reliés à notre page LinkedIn. Donc, en fait, qui partagent, c'est-à-dire qui publient et qui bénéficient des annonces qui sont relayées sur cette page. Voilà, je m'arrête là. Je vais passer la parole à mes camarades, en commençant par Thibaut, qui est juste à ma droite. Bonjour, donc je m'appelle Thibaut Haas et moi j'ai été diplômé de l'école en 2020, donc c'est tout récent, ça fait 2 ans que je suis sorti. J'ai fait la section son de Louis Lumière et aujourd'hui je suis essentiellement deuxième assistant son en cinéma, en tournage de fiction. Donc en gros je fais la deuxième perche et tout l'assistanat du matériel son sur des tournages de fiction. Ça c'est l'essentiel de mon activité et le reste du temps je suis aussi musicien. Ce qui n'est pas l'activité rémunératrice actuellement, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de développer et que j'ai aussi commencé à faire pendant l'école. Voilà, donc un petit peu deux casquettes, une dans le cinéma en tournage et l'autre dans la musique. Est-ce que tu peux juste dire comment tu as commencé sur les plateaux? Alors, sur les plateaux, en fait, en section son, on a des spécialités en fin d'études, donc on choisit plutôt son à l'image, plutôt sonorisation de concert. Ou scénographie sonore. Du coup, moi, je suis allé en son à l'image parce que j'avais quand même une grande envie de travailler dans le cinéma. Donc, grâce à ça, j'ai fait des tournages à l'école. Et puis après, il y a eu les parrainages des anciens qui m'a permis de rencontrer un ingénieur du son avec qui j'ai fait un stage qui s'est très bien passé et on a gardé un très bon contact. Et ensuite, j'ai juste un camarade de la promo du dessus qui travaillait déjà et qui m'a recommandé à l'ingénieur du son qui l'assistait. Et donc après, je suis allé avec cet autre ingénieur du son. J'ai fait un stage, puis un deuxième avec un autre. Donc voilà, j'ai rencontré différents ingé sons grâce au stage. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir le profil Louis Lumière, les ingénieurs du son qui m'ont pris en tant que stagiaire étaient des anciens. Donc c'est vrai que en sortie d'école, ils voient à peu près le profil qu'on a au bout de 3 ans d'études, on sait des choses, mais qu'on ne sait pas tout. Donc, ils sont assez conscients de ça. Et donc, voilà. Et puis, stage, et ensuite emploi, encore avec un autre ingénieur du son, mais ce sont que des personnes qui se connaissent. Et donc, voilà, mon nom a circulé d'une manière ou d'une autre. Et voilà, en gros. Super. Ok. Eh ben, bonjour à tous, moi je m'appelle Claire Lisavet, je suis photographe indépendante aujourd'hui. Donc j'ai fait l'école en 2007, donc ça fait 15 ans que je suis sortie de l'école maintenant. Ce qui est relativement, enfin dans le parcours, c'est assez intéressant. Donc, on a des gens qui sont sortis plus récemment, à moyen terme et à plus long terme de l'école, donc avec des expériences différentes. Aujourd'hui, je travaille essentiellement, enfin je suis indépendante depuis ma sortie de l'école. J'ai toujours travaillé en freelance. Et mon activité principale ou rémunératrice consiste essentiellement à travailler dans le secteur qu'on appelle dans notre jargon le corporate, donc essentiellement en communication d'entreprise,
C'est-à-dire que je travaille soit avec des services de com dans des grands groupes, ou des plus petits ou des plus petites entreprises, soit avec des agences de communication ou de publicité, et je réponds aux différents besoins qu'ont les entreprises pour communiquer sur leurs activités. Donc ça va du reportage terrain avec les salariés au travail à du portrait, de l'architecture, des mises en scène avec des comédiens. Donc c'est des choses assez variées. C'est un profil qui n'est pas atypique pour l'école, mais qui est particulier. La section photographie est une de celles où il y a, j'ai envie de dire, le plus de diversité dans les profils des gens qui viennent et dans les profils métiers un peu qui sont exercés après, car il y a de grandes manières d'exercer la photo aujourd'hui. Et moi, je suis un peu ce qu'on appelle un couteau suisse. Je vais pas être uniquement portraitiste ou faire uniquement de l'architecture, mais c'est vrai que j'ai une manière de travailler qui est un peu transversale, un peu panoramique, et je travaille avec différents clients. Il y a une autre partie de mon activité qui représente une partie moindre à la fois en termes de temps et de rémunération, mais qui est une partie plus documentaire. Donc ça, c'est vrai que c'était un attrait que j'avais depuis toujours avant l'école et que j'essaye de continuer à faire. Donc c'est un peu comme Robin des Bois, c'est-à-dire que mon activité corporate étant beaucoup plus rémunératrice me permet ensuite d'avoir aussi de l'argent pour pouvoir entreprendre des projets qui en général sont plus coûteux qu'ils ne rapportent, mais qui permettent de continuer à avoir une pratique artistique plus personnelle et qui enrichit aussi bien sûr mon travail de commande, mais que je souhaite continuer à maintenir en parallèle. Et c'est vrai que j'étais rentrée à l'école, enfin tu parlais de la notion de parcours tout à l'heure Frédéric, parcours dans la manière dont vous abordez les études, le choix des études, des idées préconçues que vous aviez en arrivant, et puis de ce que vous apprenez des métiers, ce qui vous fait changer à l'école. Moi, j'étais rentrée à Louis Lumière en étant très intéressée par le photojournalisme, plus classique, on va dire, dans des écritures plus classiques, celles que vous connaissez peut-être comme James Nashway, Sebastião Salgado, etc. Et puis à l'école, j'ai découvert beaucoup d'autres choses et finalement, mon propre désir ou mes propres envies en photographie sont plus tournées vers la photographie documentaire. Donc, ce qui veut dire qu'on la photographie documentaire contemporaine est plutôt une photographie qui s'intéresse au sujet du photojournalisme, mais avec une forme qui est plutôt celle de la photographie plasticienne, donc plutôt avec des concepts ou des manières de photographier où on va assumer une subjectivité supérieure, mais on va s'intéresser à d'autres sujets. Donc c'était aussi la découverte de pouvoir utiliser la photographie avec comment dire, une approche très intellectuelle et un peu plus réfléchie ou plus scénarisée qu'une approche de photojournalisme plus classique. Donc ça, c'était une découverte aussi à l'école, à la fois avec mes camarades de promotion, mais avec le programme qui était prévu. Et donc, quand on connaît un peu l'histoire de la photographie, c'est voilà, un switch assez intéressant et naturel. Et c'est vrai que le choix de l'école aussi, peut-être certains d'entre vous se posent la question parce qu'il y a plusieurs formations, plusieurs écoles de photographie à différents niveaux de l'enseignement au bac, post-bac ou supérieur comme ici. Et même dans l'enseignement supérieur, il y a plusieurs choix. Donc c'est vrai que mon choix d'être plus intéressée par ce genre de métier, j'avais plutôt choisi Louis Lumière car c'était plus dans l'ADN de l'école de s'intéresser à cet aspect un peu plus journalistique, on va dire. Alors qu'il y a d'autres écoles, les Gobelins par exemple sont plus typés studio ou mode ou pub. Le Arles a une pratique un peu plus plasticienne de la photographie. Donc c'est des identités un petit peu différentes. Donc le ciblage de l'école correspondait un peu à ce que je voulais. Et c'est vrai que dans la formation, quelque chose aussi que j'ai pas mal apprécié était un peu le fait de ne pas entretenir de certains mythes sur les métiers, sur la manière dont on vit, sur ce qui est rémunérateur ou qui ne l'est pas, et notamment sur cette partie un peu professionnelle. Je pense que personne ne rentre à l'école ou veut être photographe en se disant qu'ils ont envie d'être photographe d'entreprise. En revanche, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter à l'école parce qu'il y a différents partenariats dans l'école qui permettent de mettre les élèves en situation de répondre à des commandes professionnelles. Ce qui est très rigolo, c'est que cette année, je suis l'enseignante qui encadre, enfin je suis la photographe qui encadre les élèves sur ce module de mise en situation professionnelle de commande. Mais que lorsque j'étais à l'école, ça faisait partie des expériences qui m'ont permis de mettre en situation de répondre à une commande, à un client directement, d'être capable à partir d'un brief, de faire un projet qui va avoir une finalité derrière.
Et à la fois, ça, c'était quelque chose de très intéressant à apprendre, à faire ici. Et quand j'ai commencé à sortir de l'école, bah, ça m'a permis en fait d'avoir déjà, si vous voulez, ce genre de commandes et de savoir-faire dans ma hotte et d'être capable en fait très rapidement après l'école de montrer en fait que ben, j'avais déjà été capable d'être mise en situation et de répondre à des commandes et de commencer à travailler. Et au final, ça a été assez intéressant. Il se trouve que finalement, mes premiers clients à la sortie de l'école ont été des clients que j'ai rencontrés à l'école. Un des partenaires pour qui on avait travaillé a été l'un des premiers à me confier une commande parce que ça s'était bien passé quand j'étais à l'école et on avait gardé des liens, etc. Et de la même manière, par l'intermédiaire de l'association des anciens élèves et par le service de communication de l'école, on recevait de temps en temps des petites annonces de jobs, de gens qui cherchaient des photographes, etc. Et dans ma première année de sortie de l'école, il y avait une offre qui était assez intéressante, qui était pour la société Air France, qui avait un service audiovisuel en interne, qui ont des photographes et des vidéastes en salariés. Ils ont aussi une grosse entreprise qui a des besoins de communication très importants. Et ils avaient une photographe qui partait en congé maternité et ils avaient trouvé opportun de s'adresser à l'école pour leur adresser des anciens élèves pour la remplacer. Et il se trouve que j'avais été choisie pour la remplacer quelques mois pendant son absence. Et ça a été assez déterminant pour moi parce que l'entreprise Air France ayant pas mal de moyens et des secteurs d'intervention assez différents, j'ai pu faire un peu mes armes en photographie d'entreprise chez eux. Et en fait, ça a été pour moi une excellente carte de visite ensuite pour commencer à travailler et ça m'a un peu lancée. Donc voilà, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si mon intérêt était plus basé au départ sur la photographie de presse ou la photographie documentaire, il s'est très vite avéré à l'école et à l'extérieur qu'il était nécessaire d'avoir une activité rémunératrice par ailleurs et que quelque chose qui pouvait faire sens et qui restait assez proche en termes de pratique, d'intérêt, de secteur, était la photographie corporate. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait pu éprouver à l'école et c'était très intéressant. Voilà. Merci d'être venu. Donc, je suis Éric Dumas, directeur photo. Je suis sorti de Loup Lumière en 1976. Voilà, donc j'ai passé 10 ans assistant caméra avant de devenir directeur photo. Et l'avantage donc du parcours d'assistant caméra, c'est que ça vous permet, après la belle formation de l'école, de parfaire vraiment ce qu'on appelle la capacité donc d'analyse d'un plateau ultra rapide, parce que vous avez toutes les armes de cette formation, d'avoir, on va dire, été témoin de la réaction d'autres directeurs photo pendant donc cette période d'assistanat. Mais c'est pas obligatoire de passer par l'assistanat. On peut être directeur photo direct, mais bon, ça reste le choix de chacun. Sinon, à part ça, moi je vous encourage, pour ceux qui vont faire la section ciné, à travailler sur le parrainage, comme disait Frédéric, notre président, parce que c'est... Patrick, viens te joindre à nous. Le parrainage, c'est vraiment la période importante de transition avec un contact d'un professionnel de haut niveau. C'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit en photo, son ou image. Donc ce contact que vous allez peut-être réaliser avec ce professionnel, c'est vraiment très important parce que ça peut vous ouvrir vraiment les portes dès la sortie de l'école. Voilà un petit peu mon parcours. Et ah oui, alors donc moi je suis sorti donc de Lumière en 76 et donc j'avais connu à l'époque, on était quelques années avant, un directeur photo qui s'appelle Pierre Lhomme. Et donc à l'époque, il avait une équipe complète. Donc dès ma sortie, j'ai pas eu de boulot parce qu'en fait son équipe était complète. Mais il s'avère que les équipes tournent très fort et donc les opportunités arrivent. Et donc au bout de 6 mois, j'ai eu un appel de Pierre Lhomme et il m'a dit est-ce que tu veux être dans mon équipe? J'ai dit oui. Et voilà, ça a été 10 ans vraiment d'expérience incroyable. Pub, long métrage,
films politiques, toutes sortes de... que ce soit avec Chris Marker, avec Bruno Nuit, Patrice Chéreau et d'autres. Donc ça a été vraiment une grande aventure d'être assistant de Pierre Lhomme, mais j'imagine avec d'autres aussi. Donc moi, je pense que l'assistanat, c'est très important, mais je ne veux pas la poser, je veux pas du tout... moi, ce que j'aime, c'est en tant que directeur photo, c'est avoir une équipe d'assistants caméra ou d'assistantes caméra qui soit formée, parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir aller vite à l'essentiel dans les questions qu'on se pose sur un plateau. Maintenant, j'ai aussi engagé des assistants qui n'étaient pas formés. Donc, je ferme pas la porte du tout. Ça dépend du caractère de chacun. Et moi, j'aime bien aussi. Je pense que le caractère, c'est aussi très important. C'est-à-dire la personnalité, votre personnalité sur le plateau, votre présence, votre discrétion, votre réactivité. Voilà un petit peu. Je vais passer la parole à Patrick Duroux, qui est un excellent, incroyable directeur photo et qui a fait Louis Lumière aussi. Oui, bonjour. Je ne sais pas à qui je m'adresse là en fait. Vous êtes qui? Donc des futurs candidats au concours probablement. Et donc l'idée de la conférence, c'est d'expliquer ce qui se passe après l'école. Comment ça se passe après l'école? Et si tu peux juste raconter pour toi comment ça s'est passé au sortir de l'école. Ça s'est très bien passé. Donc en fait, donc là je viens d'arriver, évidemment, j'ai écouté un peu Eric, dont je suis proche, et en tout cas je partage ce que j'ai entendu que Eric a dit, et je crois qu'en fait la sortie d'une école, si vous y rentrez, la sortie d'une école, ça se prépare bien avant d'y rentrer, puisque j'ai eu la chance d'être parrain d'un étudiant de l'école, et il n'a pas du tout su utiliser au bon sens du terme la puissance du réseau. Et réseau, ça n'est pas péjoratif, hein. Il ne faut pas sous-entendre lobby, il ne faut pas sous-entendre je suis copain avec un tel, donc je vais bosser avec un tel, donc par amitié, je vais finir par me retrouver dans une équipe. Évidemment que ça compte. Une personne désagréable aura probablement beaucoup plus de difficultés. Mais on n'est pas dans ce registre. En tous les cas, moi, je sais que même si j'ai eu le privilège d'être dans un circuit proche d'Éric, puisque ma mère était assistante photographe et travaillait avec la mère d'Éric. Moi, j'avais fait plein d'études avant de rentrer dans l'école Louis Lumière. Et puis, mon déclic est venu d'un film de Chris Marker. Après, je me suis dit, bah, tiens, voilà, je vais être le nouveau Chris Marker, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais quand j'en ai parlé un peu à mes parents, je n'avais jamais entendu parler de cette école. Hein. Jamais, jamais, jamais. Ma mère n'avait pas fait cette école non plus, mais elle travaillait avec les parents d'Éric Dumage. Donc, en fait, je suis en train de vous raconter beaucoup de choses. Ça n'est pas que des copinages. Moi, j'ai jamais été, même si j'ai démarré mon premier stage, moi aussi, ça a été grâce à Pierre Lhomme. Ok, merci Pierre Lhomme. Et merci Eric de m'avoir accepté, parce qu'il était le premier assistant sur ce projet. En tous les cas, ce qui est vraiment essentiel pour vous, c'est évidemment d'apprendre, de réfléchir, de se parler, mais il faut la jouer collectif. Alors moi, c'est vraiment, c'est pas une carte que j'ai vraiment jouée hein, quand j'étais sorti de l'école, hein. Mais j'apprends sûrement un peu tard, mais même maintenant aujourd'hui, je suis vraiment enchanté, alors que j'ai quand même un certain âge, mais je suis enchanté, j'ai un vrai plaisir, au-delà des connexions de travail, des échanges techniques et donc artistiques, parce qu'en fait, les questions techniques, elles viennent toujours d'un enjeu artistique. Donc pour vous, ce qui sera essentiel, c'est d'avoir de la culture, c'est d'avoir du plaisir, c'est d'avoir envie de trouver une troisième solution, parce que s'il y avait une réponse unique à un problème, on serait tous directeurs photo formidables. Donc on a tous des manières différentes d'aborder des questions, même moi avec Eric, quand j'évoque des questions parfois, évidemment on a des approches très différentes, on connaît des gens très différents. C'est par vos connexions que vous allez, comme disait Frédéric, non Fred ou Frédéric? Bon, Frédéric, excuse-moi. Alors, donc, comme disait Fred, il faut un levier. Et ce levier-là, c'est vous qui allez le trouver.
c'est vous qui allez le déclencher. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion là cette année de participer en tant que directeur photo intervenant sur des prises de vue en studio dans le plateau formidable de cette école là, qui est à 10 mètres là. Donc, évidemment, j'ai passé 2 semaines avec des étudiants, ciné 3. Bon, ok, très bien. Eh bien, évidemment qu'il y a des proximités qui se créent, mais même avec des étudiants que j'ai trouvés presque désagréables, pas pour moi, tout le monde était très sympathique avec moi, mais des étudiants que j'ai trouvés pas respectueux de leur équipe, parce qu'ils arrivaient en retard. Ça, c'est une notion qui manifestement n'est pas aussi banale que ça. Et bien, même des étudiants que moi je regardais un peu de travers, eh bien, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas que je sois trop buté. Et puis, en fait, il y a eu des échanges. Ça s'est passé par email, par téléphone et tout ça. Et puis, ils bénéficient aussi des idées qu'on peut leur proposer. Parce que nous, la grande différence avec nos 30 ans de prise de vue, c'est l'expérience. Et ça, l'expérience, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on trouvera une solution, mais ça veut dire qu'en tout cas, on a fait suffisamment d'erreurs pour savoir que ça, oui, ça, effectivement, ça va pas marcher, hein. Mais la technologie évolue à une vitesse dingue. Donc là, vous avez le chance d'être dans une école où il y a des intervenants qui sont pas des retraités, c'est-à-dire des gens qui bossent, des gens qui sont encore actifs, qui sont encore dans le milieu. Je trouve que c'est un privilège formidable de rentrer dans cette école. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je suis rentré dans cette école il y a un paquet de nombre d'années, mais avec l'intention de devenir réalisateur, comme les 3/4 des étudiants manifestement qui veulent rentrer dans l'école Louis Lumière. Eh bien, je ne regrette pas mon changement de cap, mais mon changement de cap, il est venu dans l'école parce que j'ai rencontré un professeur de prise de vue qui était célèbre, très connu à cette époque-là, Jean-César Chiabot, qui était aussi l'un des cadreurs du directeur photo Pierre Lhomme. Et Jean-César Chiabot, moi, Patrick, m'a fait découvrir le plaisir de la... Enfin, le plaisir, là. Oui, le plaisir de la prise de vue en studio. Et évidemment, quand des intervenants de l'époque, très connus, hein, des Philippe Rousselot, des Bruno Nuiten, donc des noms qui ont quand même pas mal circulé. Pierre Lhomme n'a pas été intervenant les années où j'étais dans cette école, qui durait que 2 ans à cette époque-là, c'était quand même un avantage. Eh bien, les Bruno Nuiten, quand ils arrivaient dans notre école pour passer une semaine avec nous, ils étaient morts de rire, parce qu'ils disaient, mais ce studio-là, avec tous ces projecteurs, tous ces Fresnel-là, mais vous n'allez jamais les avoir avant d'avoir 40 ans. Donc ils étaient morts de rire parce qu'ils voyaient qu'on avait une installation comme si on était des opérateurs consacrés, alors qu'on ne savait même pas la différence entre un kilowatt Fresnel et un quartz. À l'époque, on appelait ça les mandarines, tout était en quartz, évidemment. Eh bien, malgré effectivement leur regard, en train de dire, mais vous êtes dingue, vous apprenez des trucs que vous n'allez pas utiliser avant des dizaines d'années, eh bien, en fait, il nous est resté une curiosité, un apprentissage technique qui nous a beaucoup servi. En tout cas, moi, ça m'a permis de m'orienter vers la prise de vue studio parce que j'aime ça. Et puis, je l'ai découvert à l'école. Tiens, oui, peut-être pas celui-là. Merci. Ça va? Bonjour, Fabienne Rossignol, Ciné 96. Moi, je suis cadreuse. Et à mon époque, à l'école, il n'y avait pas vraiment de directeur photo. Donc c'est peut-être pour ça que je suis cadreuse, je ne sais pas. En tout cas, le parcours, oui, pardon, excusez-moi. En sortant de l'école, j'ai tapé, il n'y avait pas encore de parrainage. J'ai tapé à toutes les portes que j'ai pu, c'est-à-dire un peu en demandant par ma famille qui n'était pas du tout dans le cinéma, mais un peu par machin connaît machin qui connaît machin. Et je rappelais tout le temps les gens pour avoir finalement des stages. Et il y avait par exemple un producteur qui était un ami de ma tante qui ne m'avait pas trouvé de stage avant que je fasse l'école. Je lui avais demandé et ça n'avait pas marché. Et dès que je suis sortie de l'école, il m'en a trouvé un. Donc ça a probablement servi de faire l'école, ça marchait mieux pour trouver un stage. Et c'était un stage dans une énorme société de production de téléfilms. Et il se trouve qu'ensuite, il y a une série qui démarrait. Donc je me suis retrouvée seconde assistante caméra sur cette série par une sorte de hasard, puisque l'équipe n'avait pas de second assistant caméra et ne s'entendait pas assez bien pour en trouver un. Donc ils ont pris une personne qui était là, moi. Et j'ai réussi à m'entendre avec tout le monde, donc je suis restée dans cette équipe. À l'école, j'avais découvert le documentaire, donc je voulais faire du documentaire.
Et finalement, le fait est que de par ce stage et de par la rencontre d'une équipe, bah, je me suis retrouvée à travailler principalement en téléfilm. Et, euh, et voilà, et je suis restée pas très longtemps seconde assistante, très longtemps première assistante caméra. Et ensuite, je suis passée au cadre et je me suis aussi formée au Steadicam, remarquant que pour être cadreur, l'évolution faisait que les cadreurs avaient aussi besoin de savoir faire du Steadicam. Voilà. Alors, voilà, chacun s'est présenté. Peut-être qu'on va ouvrir la discussion s'il y a des questions, si vous avez des interrogations sur les uns les autres, soit spécifiquement sur un domaine en particulier ou plus généralement sur les anciens, sur l'association. Ce que vous voulez. On est là pour ça. Oui, Fabienne. Merci. Alors moi, ça va plus être spécifique pour l'ingénieur son. Concrètement, j'ai vu que, enfin, tu as expliqué que tu étais aussi pas mal dans la musique, que ça t'intéressait beaucoup. Est-ce que au départ, tu n'étais pas aussi intéressé par le métier d'ingénieur son dans le cadre justement de la musique? Alors, bah, tout à fait. Et ça, c'est un profil qu'on retrouve souvent euh, chez les gens qui sont passés par la section son. C'est qu'il y a un profil musicien qui est toujours là, plus ou moins. Certains sont grands virtuoses, d'autres musiciens amateurs, mais il y a un côté mélomane qui est là. Moi, je sais que de mon côté, ce qui m'a donné envie de faire du son, c'était d'enregistrer mes guitares et des chansons dans ma chambre d'ado quand j'étais au lycée. Donc après, je me suis intéressé à ça. J'ai vu qu'il fallait des techniques pour apprendre à faire ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je creuserais pas pour apprendre voilà, les métiers en gros, de la production musicale, quoi. Donc ensuite, j'ai fait 2 ans d'études dans une formation plutôt orientée musique, une classe préparatoire au métier du son. Du coup, c'était dans un conservatoire avec des cours de prise de son, de musique classique et tout ça. Euh, et en fait, en parallèle, j'ai eu l'occasion de faire des petits courts-métrages dans ma région d'origine. Enfin, moi, je viens d'Alsace. Ma famille n'est pas du tout issue du cinéma ou, enfin, voilà, mes parents m'ont inscrit à la musique quand j'étais petit. Ils m'ont toujours encouragé là-dedans, mais j'avais pas d'accès privilégié à quoi que ce soit autre que les cours de musique ou quoi. Par l'option cinéma de mon lycée, quand j'étais en première, il y a un intervenant qui nous a proposé de passer sur un court-métrage qui se faisait. Et donc là, moi, à 14-15 ans, j'ai vu un plateau, j'étais régisseur, j'avais rien à faire. Enfin, je regardais, j'avais pas le permis, enfin, je servais pas à grand-chose, mais c'était l'occasion d'observer un court-métrage en plus semi-pro, donc vraiment petite config et tout ça. Et donc là, il y a un truc qui s'est passé et surtout, en fait, moi, je crois que ce qui m'a excité dans le tournage, c'est ce truc enfin d'expérience humaine simplement quoi d'être dans une situation improbable. Enfin, on travaille dans des endroits parfois en studio, parfois dans des décors complètement décalés, un désert, des choses comme ça. Enfin, j'adore déjà être dehors et tout ça. Et du coup, voilà, je me suis dit bon, en fait, il y a quand même une école qui propose une formation qui, la force de l'eau lumière en son aussi, c'est que c'est généraliste. Donc quand on tente le concours, on va avoir autant des épreuves autour du son pour la musique, de la culture cinéphile, cinématographique. Et après, pendant le parcours d'études, on va toucher un petit peu à tout ça en se spécialisant un peu sur la fin d'études. Et du coup, en fait, ça laisse pendant les 3 ans le temps de se balader un petit peu, de sentir le truc, d'essayer des choses. Et on a des profils de gens qui sont. Moi, je veux faire du studio et je veux faire du mixage musique. J'ai des copains de promo qui sont fixés ça. Enfin, je dis que je fais de la musique, c'est un pote de promo qui mixe mes morceaux maintenant quand j'enregistre. Et lui, il fait que du mixage. Il est parti s'installer dans sa région d'origine. Il a monté un studio, ça se passe bien. Et puis d'autres, on était quelques copains à vouloir faire de la fiction. Et puis un ami à moi, en fait, s'est retrouvé créateur sonore pour le théâtre, alors qu'il était 15 fois plus cinéphile que moi et que quand on passait du temps ensemble, c'est lui qui se prédestinait à faire de la perche et de la prise de son plus tard. Il en fait, mais il a trouvé un autre truc et voilà. Donc voilà, on parle musique, cinéma, enfin de disciplines. Enfin, il y a aussi le théâtre, le spectacle vivant. À Louis Lumière, il y a une possibilité un petit peu de se confronter à tous ces trucs-là, d'avoir une ouverture et en sortie d'école, d'avoir au moins les outils, pas pour savoir faire, mais pour comprendre comment on peut commencer à aborder la situation. Par exemple, on parlait des plateaux de cinéma. Moi, je sais que le truc que j'ai appris sur mes premiers stages, c'était juste exister sur un plateau, parce qu'en fait,
J'ai un bac+5, j'ai fait 5 ans d'études de son, j'ai essayé plein de micros à l'eau lumière, on s'est posé des questions de son à l'image, enfin voilà, des trucs, des questions enfin, de chef opérateur du son, enfin c'est ça qu'on a appris. Mais en fait, mon métier là, c'est deuxième assistant son, c'est faire de la deuxième perche quand il y en a besoin, c'est de pas être dans le chemin de mes collègues de la caméra, de laisser le chef opérateur travailler, d'avoir des machinistes qui portent du matériel, une dolly, des choses comme ça qui doivent passer. Et mon premier stage, c'était juste d'apprendre à être au bon endroit au bon moment et pas me faire éclater par des gens qui travaillent en fait. Et donc déjà ça, c'était des premiers réflexes à acquérir que je pensais avoir au bout de 2 ans. Et donc maintenant on avance et puis là l'idée c'est de progresser sur les autres parties de ce métier quoi. Et juste une dernière question. Le premier emploi que tu as eu en sortant d'école, ça t'a pris combien de temps? Et aussi, souvent, ce qu'on voit quand on parle d'ingénieur son, c'est que c'est un métier aussi où il y a beaucoup de trous entre chaque boulot. C'est-à-dire qu'on a des périodes de chômage, enfin, c'est ce que j'avais vu. Ouais, Est-ce bon, que, comment tu l'as vécu? ouais. Bon déjà donc enfin en fait on n'a pas tous forcément aussi le même statut en tant que professionnel. Enfin je pense là on est intermittent et toi du coup tu es freelance indépendante. Voilà. Voilà, en sortie d'école, en fonction des domaines, des métiers, enfin, voilà, tu peux être freelance, intermittent ou salarié, voilà. Tu peux. Ou sur facture, voilà. Moi, comme je bosse énormément à l'étranger, eh bien, je suis sur facture. Et pour pas tricher, je me suis sorti du système intermittent. Mais pour les longs métrages, il faut être sur salaire, parce que c'est une réglementation particulière. Voilà, du coup, moi, je suis intermittent du spectacle depuis 2 ans. J'ai eu la chance de l'être assez vite. Mais mon premier emploi, c'était symbolique parce qu'en gros, j'ai fait un stage avec du coup mon parrain que j'ai rencontré via l'association des anciens de Louis Lumière, qui est François Valédiche, du coup, qui est un ingénieur du son de documentaire et de fiction. J'étais son stagiaire, du coup, assistant son sur Les Indes galantes de Philippe Béziat, un film qui suit le travail de Clément Cogitor il y a 2 ou 3 ans à l'Opéra Bastille. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc qui confronte une chorégraphie de Crump mise en scène par Bintou Dembélé à la danse, Clément Cogitor à la mise en scène, et du coup la musique de Rameau. Donc il y a un documentaire qui se tourne là-dessus. Je fais tout un stage pendant l'été à l'Opéra Bastille à mettre des micros. Du coup, là, mélange musique-cinéma, enfin enfin un grand plaisir pour quelqu'un qui fait du son, quoi. Et après, c'est la rentrée, j'ai pas le droit de finir mon stage. Du coup, il y a quelqu'un qui me remplace. Je dois rentrer à Louis Lumière. On me dit non, il faut être là pour la rentrée. Tu feras pas ta rentrée 2 semaines plus tard. Et en fait, il y a un samedi où en fait il y a la représentation du truc. Et là, il me dit j'ai besoin de quelqu'un encore pour ce dernier jour de tournage. Et pour un jour de stage, c'était pas possible. Mais il m'a dit mais on te fait un contrat. Et du coup, j'ai eu mon premier contrat d'assistant son sur ce truc-là à l'issue du stage qui était très symbolique pour moi. J'ai été payé sur un cachet une journée, c'était super. Et après, j'ai pas retravaillé parce que j'étais encore étudiant pendant un an. Et après, j'ai fait 2 longs métrages en stagiaire. Donc, il y a eu 6 mois de stage, là où mes copains commençaient à travailler, à bosser, à gagner aussi un peu d'argent. Et donc en stagiaire, en fiction, il faut savoir que vous êtes payé vraiment pas grand-chose, mais c'est un super endroit pour apprendre. Donc moi, j'ai forcé, j'ai fait le choix d'accepter un stage, puis 2. Et j'en suis très heureux parce que le premier, c'était avec Jean Minondo, qui est un ingénieur son incroyable, voilà, qui fait les films d'Azanavicius, enfin, dans les derniers qui sont sortis, par exemple, qui a formé une quantité d'assistants et d'ingénieurs son assez grande. Donc voilà, j'ai beaucoup appris avec lui. Et ensuite, ce stage a embrayé sur un autre via quelqu'un de l'équipe qui disait ah on cherche un stagiaire son pour mon prochain film. C'était l'administratrice qui partait sur autre chose et qui a filé mon contact à un autre ingénieur du son qui s'appelle Olivier Mauzin, qui du coup lui est l'ingénieur du son de Mathieu Amalric, des frères Larieux, qui a eu le César du son pour Barbara notamment. Et donc mon nom s'est retrouvé dans son répertoire, il m'a appelé et donc il a accepté de me prendre en stagiaire sur un petit long métrage. Et voilà, et du coup, ça s'est bien passé. On a retravaillé ensemble cette année et a priori, on refait un film encore ensemble là, qui est en février. Donc voilà. Donc j'ai le choix de faire des stages, était quand même plutôt cool. Là où j'ai des amis de promo ciné, par exemple, qui veulent faire de l'image, qui ont envie d'être chef opérateur et qui ont fait le choix de se dire ce que j'aime, c'est faire de la lumière, du cadre et de pas être assistant caméra. Enfin, il y a des gens qui se sentent plus ou moins bien dans un rôle ou dans l'autre, et du coup, qui partent plutôt sur des petits projets, de l'institutionnel, du court-métrage, et qui font aussi
leur parcours comme ça et qui évoluent avec des gens de leur génération. Et il suffit qu'à un moment, une de ces personnes-là ait une opportunité de production d'un premier long métrage. Et en fait, on est une bande de jeunes à avoir travaillé ensemble. Ça passe au long métrage et tu peux passer chef de poste aussi comme ça. Enfin, c'est arrivé pour certains, quoi. Voilà. Je vais rajouter deux choses juste à propos de Jean Minaudeau. On parlait tout à l'heure plusieurs reprises de Pierre Lhomme en image. Jean Minaudeau, on va dire que c'est un peu l'équivalent de Pierre Lhomme pour le son. C'est quelqu'un qui est un ancien de Lumière et qui a donné sa chance effectivement à un nombre impressionnant de jeunes qui sortaient de l'école, hein. Il s'est pratiquement, enfin je n'ai pas de statistiques, mais il s'est vraiment toujours ou très très souvent tourné vers des jeunes diplômés de l'école pour constituer ses équipes. Et j'ai eu la chance, là, récemment, de discuter avec Erwan Karzanet, qui est un ingénieur du son qui a obtenu le César du meilleur son pour le film de Léos Carax. Et typiquement, pardon? Annette, voilà, absolument. Et typiquement, Erwan, dans son parcours, parce que je le faisais parler, c'était pour une interview, je le faisais parler de son parcours, voilà, il a eu une rencontre avec Jean qui lui a tout de suite confié un travail qui semblait, en tout cas c'était les propos d'Erwan, au-dessus de son expérience, pas forcément de sa compétence, mais de son expérience. Mais voilà, il y a ce passage de témoin, le fait que quand on s'adresse effectivement quand on recrute en fait des anciens de l'école, on sait, je sais plus qui disait ça, mais on sait à qui on s'adresse. Genre, on connaît pas forcément la personnalité, et ça, on apprend à le découvrir après. On connaît pas la personnalité de- du, du garçon ou de la jeune fille, mais on sait quel parcours déjà elle a accompli en se confrontant à l'exigence du concours, parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans cette école, hormis la qualité de l'enseignement lui-même, mais c'est la démarche personnelle en fait de se confronter à ce concours une fois, deux fois, plusieurs fois. Moi, dans ma promo, je me rappelle d'un garçon qui avait passé le concours 5 fois. Voilà, donc c'est un peu un test de motivation aussi, ce concours, c'est un test de persévérance. Et c'est vrai que ça prépare aussi à ensuite ce que va être le métier. Euh, oui, je voulais dire aussi parce que tu posais la question de savoir comment ça se passe les périodes de non-travail en fait. Donc ça, évidemment, il ne faut pas se le cacher, ça fait partie de la difficulté de ce métier. Clairement, c'est d'ailleurs ce qui fait un peu peur aux parents, voilà, aux parents d'élèves, enfin de futurs élèves. Est-ce que tu es sûr que tu vas faire un métier où tu n'es pas sûr d'avoir du travail? Alors voilà, chacun on pourrait dire un petit peu, Patrick l'a évoqué, comment nos parents respectifs ont réagi à notre envie de faire ce métier. Dans mon cas, moi, j'ai eu beaucoup de support, alors que j'étais dans une famille de gens qui n'avaient absolument rien à voir avec ces univers-là. Mais voilà, ils ont senti que j'étais très motivé. Mais c'est vrai qu'ils m'ont poussé à aller vers ce type d'école parce que pour eux, c'était justement de voir si j'avais, entre guillemets, le courage de me confronter à ça et sans savoir évidemment ce qu'il y avait au bout, parce que on se prépare à la perspective d'un concours comme ça demande beaucoup de travail et d'efforts. C'est une formation en soi, en fait, de se préparer à un concours comme celui-là. Donc ça, déjà, c'est un acquis. Mais par contre, c'est vrai qu'à la fin, on ne sait pas si on va réussir à l'avoir, réussir à rentrer. Voilà. Mais comme le disait Patrick, en fait, et je crois que je l'ai dit aussi d'une certaine manière, c'est que l'école n'est absolument pas une fin en soi. C'est un début. Donc le fait, il faut bien sûr y rentrer, mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on va en faire, ce qu'on a envie d'en faire en sortant, quoi. Il faut déjà être dans une envie de se projeter dans des métiers. Voilà. Alors même si les choses ne sont pas encore très précises au départ, et Thibault l'a raconté, Patrick l'a raconté aussi, Claire-Lise aussi, vous avez vu, et Fabienne aussi, c'est que chacun, on a un peu forgé notre parcours et notre idée de parcours dans l'école, après l'école. C'est au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des rencontres de personnes et des rencontres aussi de métiers, on se rend compte, bah, tiens, j'avais pas pensé à ça, et en fait, c'est ça qui me plaît. Donc il y a à la fois une envie qui peut être assez spécifique, et il y a en même temps un esprit d'ouverture quand on arrive dans un environnement comme celui-là, et quand on en sort, c'est d'être voilà, en mode tête chercheuse. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Pourquoi je suis là?
qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui va me permettre, qui je peux rencontrer pour me permettre d'avancer. Oui. Attends, excusez-moi, juste pour pas paraphraser Fred, mais aller dans le sens, je pense, de ce que j'ai compris de Frédéric. Être dans cette école, c'est très bien, ça n'est pas une fin en soi. En sortir est sûrement plus difficile que d'y rentrer, mais en sortir bien. Mais profiter de cette école, moi ça a été le hasard, mais après on l'a développé un peu ce hasard. On était très en contact, enfin il suffit de 2 ou 3 contacts, avec des étudiants d'autres écoles. Bon, il se trouvait que c'était la FEMIS, donc moi j'ai rencontré un réalisateur qui m'a donné ma chance sur un court métrage. Il s'appelle Radou Mireillenou. Il m'a donné ma chance de jouer à l'opérateur, alors que j'avais aucune compétence reconnue. Et donc, j'ai pas oublié ces passerelles. Et là, cette année, quand j'ai donné une semaine, enfin plutôt 2 semaines sur un court métrage avec Dessiné 2, où j'étais intervenant, eh bien, j'ai vu que dans le groupe d'étudiants de Louis Lumière, là, les 12 ou 13 étudiants de Louis Lumière, il y avait à la régie, il y avait à l'assistant mise en scène, il y avait des étudiants d'autres écoles de cinéma, pas la FEMIS, eh bien, qui étaient très bien, très bien. Et j'ai trouvé que cette circulation d'échange entre les étudiants était une force potentielle très importante, en tout cas qu'il ne faut pas négliger. Donc en tous les cas, je crois que ce qu'on est en train de vous dire, ayez des objectifs. Parce que quand vous avez un objectif, vous allez faire une route vers cet objectif. Ça va vous emmener sûrement peut-être sur un autre objectif. On parlait, je veux faire du documentaire, et puis après, je fais un autre circuit. Mais il vous faut vous donner des objectifs, au-delà du concours. Bonjour, moi j'ai une question par rapport au son. Dans la formation son, est-ce qu'on a du temps pour des projets personnels ou des projets en dehors de l'école? Alors, je dirais quand même que oui, dans une certaine mesure. J'ai souvenir de mes camarades de photo pendant la première année, la deuxième année. Les copains de photo, ils ont vraiment du 8h, 18h à fond, du lundi au vendredi, parfois des samedis matins où ils font du studio. Eux ont pas trop le temps. En son, j'ai l'impression qu'on avait un peu plus d'air quand même pour faire des choses, mais l'école prend pas mal de temps quand même. Après, je sais que pour ma part, ça a été l'occasion de quand même commencer des projets personnels pendant l'école. Enfin, quand je dis que je fais de la musique, c'est en deuxième année, j'ai commencé vraiment à me remettre à la composition, à écrire et tout ça. Le truc est né. Après, il a pris une forme un peu plus aboutie maintenant. Donc, j'ai mis 3 ans à faire le truc. Voilà. Mais il y a de l'espace, autant au niveau temporel que au niveau des installations aussi. C'est qu'il y a quand même des accès à des salles de montage, aux studios de musique, des choses qui peuvent se réserver. Donc, si tu as envie de faire venir soit des musiciens, soit des comédiens pour enregistrer des voix, pour faire une session, enregistrer une batterie, machin, c'est des choses qui peuvent s'organiser à l'école. Modulo, le fait d'avoir été formé sur une installation, enfin, tu vas pas en studio à la première semaine de la première année. Il faut avoir quelques cours pour ça, que ce soit OK avec les profs. Mais après, une fois que c'est fait, on est assez libre de se lancer dans des choses comme ça. Et ça, c'est top. Et est-ce que vous connaissez un peu le nombre d'heures que vous avez par semaine ou pas? Alors, en section son, c'est plutôt du lundi au vendredi. C'est du début de journée autour de 9h, 9h30. Et il y a Emeric qui est derrière moi qui... Voilà, c'est ça. Parfois, ça finit plus tôt. Parfois, il y a des gros blocs, genre 4 heures d'électronique le vendredi matin. C'est super, mais bon, voilà, il y a eu des matinées où on était plus ou moins réveillés que d'autres. Mais moi, je suis sorti du coup en 2020 et je crois que j'ai terminé l'ancienne maquette pédagogique. Donc en gros, la formation que j'ai eue et pas celle qui est proposée aujourd'hui. Elle a été retravaillée. Nous, on était sollicités pendant que j'étais en 3e année. Enfin, on faisait un peu un retour d'expérience de comment ça s'est passé pour vous. On va faire mieux derrière. Donc c'est aussi organisé différemment parce que nous, on avait des périodes de 6 mois théorie et 6 mois pratique. Donc pendant 6 mois, tu es quand même que entre de la physique, de l'électronique, du traitement du signal, alors que tu as envie de mettre des micros sur des choses et d'écouter en fait. Mais voilà, et ça arrive après. Mais là, maintenant, je crois que c'est articulé différemment et les semaines sont beaucoup plus hétéroclites. Il y a de la théorie le matin, de la pratique l'après, enfin des choses comme ça. Voilà, mais c'est plutôt des semaines remplies, mais pas non plus à 60 heures de cours, quoi. Voilà. Mais ça prend de l'énergie.
Après, moi, j'ai fait une prépa avant, donc en sortant de prépa, l'école, il y a un côté un peu de souffle, mais ça reste dense. Voilà. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête. Là, il va y avoir une autre conférence qui va s'amorcer. S'il y a des gens qui ont des questions et qui n'ont pas eu le temps ou l'envie de les poser en public, on peut se voir à l'extérieur de la salle de projection. Merci beaucoup.